Alors quelques éléments de réponse donc concernant le TP numéro 5 d'électricité, donc qui consiste à étudier donc une résistance, donc une lampe, un condensateur et une bobine. Là on va utiliser un petit moteur assimilable donc à une bobine, puisqu'en fait c'est effectivement une bobine. Et voir ce qui se passe quand on assemble donc les différents éléments en parallèle. Alors, on commence par l'étude du condensateur en régime sinusoïdal. Visionner donc la vidéo du condensateur. Relever la valeur de l'intensité qui semble passer dans le condensateur. Donc on trouve 88 mA. Et la tension qu'on prendra donc comme tension de référence, donc 232 volts pour la suite du TP. On précise que c'est du 50 Hz. Bon, évidemment, c'est le secteur EDF. Il faut avoir donc cette valeur de 50 Hz toujours en tête. Pour un condensateur, donc quelle est la valeur du déphasage entre la tension et l'intensité? Donc voir le cours, c'est une question de cours en fait, le déphasage est de moins 90 degrés ou pi sur 2 si on préfère raisonner en radians. Ensuite, en supposant donc le condensateur parfait, calculer sa capacité en microfarad. Donc là encore, on a besoin d'une formule qui est dans le cours, qui concerne donc la réactance d'un condensateur. XC, c'est 1 sur C oméga. Ça s'exprime en ohms, et les ohms, en fait, c'est le rapport d'une tension par une intensité. Donc là, on a tous les éléments qui nous permettent de calculer C. N'oublions pas de mettre l'intensité en ampères, la tension en volts, bien sûr, et petit oméga, donc c'est la pulsation, c'est 2 fois pi fois f, donc 2 fois pi fois la fréquence, c'est 50, 2 fois 50, ça nous fait 100, 100 multiplié par pi, ça fait à peu près 314, on arrondit couramment en électrotechnique, et ça nous permet de déterminer donc la capacité d'abord en farad, donc 1,21 10-6, ce qui nous fait en microfarad, 10.6, donc 1,21 microfarad. Ensuite, on passe à l'étude de la lampe. Alors, on nous demande de visionner la photo de la lampe seule, pas besoin d'avoir une vidéo. Donc là, on mesure donc l'intensité qui est égale à 176 mA quand la lampe est seule. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm sans problème, donc 230 volts. On divise donc des valeurs efficaces, donc il n'y a pas de souci au niveau valeur efficace, valeur maximale. Donc U 232 volts, sous-entendu efficace. Si on ne précise pas, je rappelle que les valeurs sont toujours des valeurs efficaces, jamais des valeurs maximales. Donc on applique la loi d'Ohm sans problème, donc 232 divisé par 0,176 et on trouve une résistance de 1318,18 ohms. On va arrondir à 1318 pour faciliter le calcul. Donc en ce qui concerne une résistance, il n'y a pas de déphasage entre l'intensité et la tension. Donc l'angle de déphasage est égal à 0, et donc le cosinus de 0, ça sera toujours égal à 1. On passe ensuite donc à la question 3, donc étude d'un moteur asynchrone. Alors ce moteur asynchrone, on l'assimilera donc à une bobine réelle. Alors on précise réelle tout simplement parce que cette bobine, donc par définition elle n'est pas parfaite bien sûr. Alors dans quel sens? Tout simplement parce qu'une bobine est constituée de fils qui est bobiné. On peut avoir une longueur assez importante, on peut avoir un diamètre assez faible, ce qui est le cas. Donc en fait, ce fil de cuivre va avoir une certaine résistance. Et cette résistance va intervenir donc sur la caractéristique de la bobine. C'est pour ça qu'on va parler d'une bobine RL. En fait, tout se passe comme si on avait une résistance et une bobine parfaite donc à l'intérieur de cette bobine réelle. Donc on va visionner la vidéo moteur, ce qui va nous permettre de relever la valeur de IM. Donc la valeur de IM c'est 138 mA. Si la bobine était parfaite, l'angle de déphasage, donc ça serait 90 degrés, ou pi sur 2. Donc voir le cours. Le problème c'est que la bobine n'est pas parfaite, donc l'angle de 90 degrés n'est pas respecté, c'est pas possible. On aura un angle qui sera inférieur. Alors pour mesurer cet angle, il nous faudra un wattmètre, mais on va pouvoir se débrouiller sans wattmètre. Ça sera par construction qu'on va avoir la valeur de φm. Alors pour déterminer donc la valeur de φm et le cosinus de φm, on va s'intéresser à l'étude du circuit RL parallèle, c'est-à-dire une lampe et donc le moteur.
Donc on va visionner la vidéo étude du circuit RL, ce qui nous permet de relever donc IRM. Et ensuite, sachant que vecteur IRM égale vecteur IR plus vecteur IM, on nous demande de faire la construction vectorielle à l'aide d'un compas. Alors, donc on va... alors pour faire une construction vectorielle, bien sûr, il nous faut une échelle. L'échelle est donnée donc en début sur la première page. On nous dit que pour 20 mA, on fera correspondre donc une longueur de 1 cm. Donc les intensités, on va les diviser par 20, ce qui va nous donner donc la longueur pour IR, donc 176 divisé par 20, ça va nous donner donc 8,8 cm. Alors on va placer donc IR. On sait que l'angle de déphasage entre IR et la tension, ça c'est le vecteur en noir, donc, est nul. Donc là, les deux vecteurs seront collinéaires. Je vais tracer le vecteur IR de longueur 8,8 cm qui correspond à une intensité de 176 mA. Ensuite, j'ai un deuxième vecteur que je vais placer, donc, qui sera IM, donc 138 mA. Donc ces 138 mA, je vais les diviser donc par 20, ce qui va me donner à peu près 6,9 cm. Et pour faire cette construction, en fait, je vais utiliser un compas et je vais tracer donc la pointe sèche sera là, et je vais tracer donc un arc de cercle. Pour le moment, je ne sais pas où sera donc l'extrémité du vecteur. Donc je vais commencer simplement par tracer l'arc de cercle. Et ce qui me permettra de déterminer en fait l'extrémité du vecteur, ça sera donc le positionnement du troisième vecteur, IRM. Donc IRM, on divise par 20, on trouve à peu près 13,25 cm. Donc je mettrai la pointe sèche de mon compas et je tracerai donc cet arc de cercle. Et l'intersection de ces deux arcs de cercle me permettra de déterminer donc le point de rencontre en fait du vecteur IM et IRM. Donc là, j'aurais bien respecté les intensités, et ces informations me permettront d'en déduire donc la valeur des angles. Donc là, je vais pouvoir en déduire la valeur de phi m. Phi m qui fera, bon, il faut le mesurer avec un rapporteur, donc ça fait à peu près 68 degrés. Et donc ça nous permettra aussi, toujours par mesure, c'est à l'aide d'un rapporteur qu'on va faire cette mesure. Donc on trouve à peu près 29,5 degrés. Bon, ça dépend de la précision, évidemment, du tracé. Ça dépend. C'est une méthode graphique. Il ne faut pas en attendre une précision extrême. Donc une fois qu'on a les angles, on va pouvoir déterminer les cosinus. Donc cosinus de 68, ça fait à peu près 0,37. Et cosinus de 29,5, ça fait 0,87. D'accord? Donc à partir de ces informations, on va pouvoir faire la construction finale. Alors on passe donc à grand C, relèvement du facteur de puissance. Le facteur de puissance pour le moment, donc avec la lampe et le moteur, on est à 0,87. On va voir si on peut encore se rapprocher le plus possible de 1. Puisqu'on est passé de 0,37 à 0,87, donc il y a une amélioration du cosinus de l'angle, enfin de l'angle de déphasage. Donc ensuite on va visionner donc la vidéo étude du circuit RLC parallèle, ce qui va nous permettre de mesurer ITM, c'est-à-dire l'intensité totale, donc qui va se diviser dans la lampe, dans le moteur et dans le condensateur. Donc ça c'est une mesure. Première chose. Et deuxième chose, on va essayer de retrouver ces 245, cette fois par construction. Donc on va s'aider des diagrammes qu'on a fait précédemment. Donc le diagramme pour la bobine seul, donc on va le reporter sur ce diagramme en dessous. Donc là, on reconnaît, donc on avait IRM qui était là. Mais étant donné qu'on va rajouter un troisième élément qui sera le condensateur, donc l'intensité IC, donc revoir le cours, donc est dirigée dans ce sens-là. Donc c'est l'action antagoniste, on peut dire ça, donc de la bobine. Donc ça, ce qui va nous permettre d'avoir
Donc on refait la construction de IR, de IM, on rajoute par construction IC, donc la longueur de IC, hein, c'est à peu près 4,4 cm, donc on avait trouvé 88 mA divisé par 20, donc ça nous fait donc 4,4 cm. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait cette somme vectorielle, IR plus vecteur IM plus vecteur IC, le vecteur somme, ça sera donc ITG, hein, donc c'est l'intensité totale qu'on a obtenue graphiquement. On va donc utiliser donc un double décimètre, hein, pour mesurer donc cette longueur, et donc on trouve à peu près 11,6 cm, qu'on va multiplier par 20 pour obtenir la valeur de cette intensité, obtenue graphiquement, j'insiste. On va trouver à peu près donc 232 mA. On voit qu'on est quand même très très proche des 245, hein. On voit qu'il y a une petite différence de 13 mA, donc si on calcule, on a une erreur à peu près de 6% sur la méthode graphique. Donc on voit qu'on est très très proche, et en fait ces constructions vectorielles, ça correspond bien donc à une réalité. Donc on va pouvoir de nouveau mesurer la valeur de l'angle. Donc comme on était à 29,5 dans le diagramme précédent, grâce au condensateur, cet angle va diminuer, on va passer à 11 degrés. C'est ça qu'on appelle le relèvement du cosinus phi, c'est-à-dire le cosinus phi va augmenter puisque l'angle diminue. Donc le cosinus phi, donc graphiquement on le mesure, ça fait à peu près 11 degrés avec un rapporteur, hein. Donc on voit que cosinus 11 degrés, ça donne à peu près 0,98, hein. On est quand même très proche de 1 dans le cas d'un circuit purement résistif. Donc l'intérêt du condensateur, en fait, de rajouter un condensateur, c'est pour une même puissance, on va avoir donc une intensité qui passe de 265 à 245, donc une diminution des pertes joules, hein, mais on aura toujours la même puissance. C'était en fait le but de cette manipulation.